Prochain arrêt, Binge Audio. Tout récemment, dans notre podcast Les couilles sur la table, ma camarade Naomi Titi recevait la sociologue Mélissa Blais, professeure au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Elle vient de signer un livre baptisé « L'attentat antiféministe de Polytechnique, une mémoire collective en transformation ». C'est paru aux éditions Remue-Ménage. C'est une plongée dans une histoire méconnue, celle de cette tuerie commise le 6 décembre 1989 par un homme nommé Marc Lépine qui a tiré sur les étudiantes de l'école de Polytechnique de Montréal au Québec. C'est le premier attentat terroriste masculiniste de l'histoire puisque le tueur l'avait déclaré lui-même, il visait les femmes et il détestait les féministes. Il avait par ailleurs fait une liste de noms de personnalités qu'il souhaitait abattre. Sur cette liste, on retrouve le nom de Monique Simard, une figure féministe essentielle au Québec, une personnalité culturelle et syndicale importante, productrice de cinéma, de documentaires, d'œuvres numériques, une femme étonnante et passionnante, et il se trouve qu'il y a quelques années dans Programme B, nous l'avions reçue. C'était mon camarade David Carzon qui avait eu le plaisir de l'interviewer, de la rencontrer longuement. Leur discussion, réalisée par Solène Moulin, c'est ce que je vous propose de réécouter là tout de suite dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Attention, dans cet épisode, vous allez entendre un extrait du film Polytechnique de Denis Villeneuve, un extrait très violent. Il s'agit évidemment d'une œuvre de fiction et pas de la réalité. J'étais hôtesse à l'Expo 67, au pavillon de la jeunesse. Alors, l'exposition universelle de 67, beaucoup vont le dire, c'est ce qui a présenté le Québec au monde entier. Alors, d'ailleurs, c'est là que le général de Gaulle a fait son fameux discours « Vive le Québec libre », où j'étais. J'avais 17 ans. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Et c'était une exposition qui a permis aussi au Québec de découvrir le monde. Donc, c'était vraiment un moment... Vous savez, dans l'histoire, il y a toujours des événements charnières où le Québec était en progression à ce moment-là pour la Révolution tranquille, qu'on dit tranquille, mais qui n'était pas si tranquille que ça dans les faits. Révolution au plan des encadrements d'une société où on fout dehors le clergé, où on dit, la famille et le clergé qui étaient les piliers de la société québécoise, on met ça de côté, on se réapproprie notre économie, ce qui était extrêmement important par des nationalisations, entre autres de l'électricité. On fait une énorme réforme de l'éducation où enfin il y a une possibilité d'avoir accès à l'éducation partout au Québec, à l'éducation supérieure, c'est-à-dire éducation supérieure, c'est collège et université. On change tout. Les filles peuvent aller avoir accès à l'éducation et l'introduction de la contraception, bien sûr, qui est pour les femmes et pour les filles de l'époque révolutionnaire, c'est-à-dire qu'enfin, les femmes vont avoir contrôle sur leur propre corps et leur sexualité. Quand j'ai commencé à l'université, à fréquenter évidemment, parce qu'avant j'allais dans une école de filles, que des filles entre nous, mais là, il y a des gars, beaucoup plus de gars que de filles à cette époque-là, qui fréquentent l'université. Et là, je commence à voir les différences de comportement que les garçons ont à l'égard des filles et tout ça, ça commence à m'irriter un peu. Je m'indigne un peu, mais encore là, j'ai beaucoup de chance. Parce que quand on dit naître la bonne année, c'est que c'est l'émergence de ce qu'on appelle la deuxième vague du féminisme. Fin des années 60, début des années 70. Les premières vagues de féminisme sont bien antérieures à ça, à la fin du 19e siècle. Tout le mouvement des droits des femmes pour le droit de vote, etc., la bataille. Mais ça, c'est la deuxième vague. Et la deuxième vague, eh bien, elle s'organise autour d'écrits. Évidemment, il y a des écrits fondateurs de cette période-là, que ce soit des écrits de françaises, d'américaines. D'ailleurs, c'est très différent, tout en passant, ou même québécoises. Il y a des groupes qui se forment. Et il y a quelque chose de très important au Québec, auquel moi j'adhère à ce moment-là déjà, parce que je suis déjà souverainiste à ce moment-là, qui dit
Pas de libération des femmes sans libération du Québec, pas de libération du Québec sans libération des femmes. Et ça, j'adhère à ça complètement. Et c'est assez heureux parce que ailleurs dans le monde, à ce moment-là, dans tous les mouvements politiques qu'il y avait de l'époque, on subordonne la lutte des femmes à des luttes plus nobles, comme la libération de la classe ouvrière. On s'occupera des femmes après. Alors que j'ai jamais perçu qu'il y avait un ordre dans les batailles, au contraire que celle des femmes était tout aussi importante. Et ça aussi, j'ai eu la chance de le saisir assez rapidement. Et pas moi, j'étais pas fondatrice de ces mouvements, parce que c'était des femmes qui avaient peut-être 10 ans de plus vieux que moi, qui en étaient les instigatrices et les animatrices. Et vous voyez, il n'y avait pas de contradiction entre nos convictions comme Québécois de renforcer notre identité et aussi celle de dire, il y a de la place pour des femmes aussi. Alors, c'est très moderne, c'est extrêmement progressiste. Ensuite, après l'université, moi, je suis tout de suite été embauchée par une centrale syndicale. C'est pas militante, là. J'ai été embauchée parce qu'il y avait des emplois. On m'a demandé de postuler. Et puis, c'était essentiellement un emploi de négociatrice, c'est-à-dire d'aller négocier les conventions collectives. C'est un peu différent des systèmes français. Chez nous, c'est boîte par boîte. Il y a des syndicats qui se forment. Et puis là, il y a une négociation. Donc, j'ai été embauchée pour 4 mois. Je suis restée 19 ans, pardon. Et il y avait eu de grandes batailles syndicales pas longtemps avant que j'arrive. Dans tout le secteur public, il y avait des grèves, des emprisonnements de chefs syndicaux. C'était très marquant dans l'histoire des luttes sociales au Québec. Et finalement, la convention collective est signée. Et moi, je dois être parmi celles qui doivent l'appliquer. Et je remarque dans l'annexe salariale, vous savez, c'est des petits livres là où toutes les conditions de travail sont détaillées. Et je remarque dans l'annexe salariale, salaire féminin, salaire masculin. Eh bien, je tombe en bas de ma chaise. Je pouvais pas imaginer ça. Alors, du coup, on était quelques-unes, on était très, très peu nombreuses. Parmi des centaines, on était peut-être 4 ou 5 femmes qui avaient ce poste. Évidemment, le plus beau compliment qu'on pouvait nous faire, c'est de dire « Ah, tu négocies comme un homme. Tu te bagarres comme un homme. » L'homme te disant ça, pensant te dire un compliment, évidemment. Et là, on s'est réunis, on a décidé de former un comité et puis de dire, il faut qu'on mette en haut de la liste de ce qu'un mouvement syndical a à faire, c'est le traitement égalitaire pour les femmes qui sont syndiquées. Et de là, je pense que si j'avais pas eu cette bataille à faire, je serais pas restée aussi longtemps dans le mouvement syndical. Mais j'y suis demeurée, entre autres. Et là, on partait de zéro. Comme je vous dis, chez les syndiqués même, il y avait des distinctions salariales. Inutile de vous dire que les salaires des femmes étaient pas mal plus bas que ceux des hommes. Il n'y avait pas de congé de maternité payé. Une femme pouvait se faire remercier pour le simple fait de tomber enceinte et donc pas se présenter au travail un jour parce qu'il faut qu'elle accouche. C'est une époque où le droit à l'avortement n'était pas reconnu. Donc, tout était à faire. Évidemment, le mouvement des femmes, chez nous comme ailleurs, commence à se déployer un petit peu partout. Il y en a qui s'organisent pour justement mettre sur pied des garderies, ce que vous appelez, vous, des crèches ici. D'autres s'occupent plus des questions de santé des femmes, de droit à l'avortement. Et nous, dans le mouvement syndical, moi je dis, nous, on a une responsabilité, c'est le travail. C'est complémentaire aux luttes que les autres mènent. Donc, nous, on est aux tables de négociation, on a demandé des choses, avoir convaincre qu'il faut demander ces choses-là, puis ensuite d'aller les négocier et de les obtenir. Alors, ça a été des années extrêmement exaltantes. Exaltantes parce que il y avait toute cette force sociale qui se déployait sur plusieurs terrains de combat. En plus, on avait des alliés dans la presse, les femmes journalistes. Tout d'un coup, tu as toute une société qui prend conscience qu'il faut faire bouger les choses. Et il y a un certain féminisme d'État aussi, qui, à force de pression, on commence à mettre sur pied des conseils du statut de la femme, ça a été extrêmement utile. Du coup, avec le gouvernement de René Lévesque, des ministres féministes qui sont nommés. Donc, tu as une société qui évolue très vite. Et les combats qu'on menait, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on les gagnait. Et on a été jusqu'à, je crois que c'est arrivé en 79 ou 81, négocier des congés payés pour avortement, pour interruption volontaire de grossesse. Alors ça, c'était quelque chose parce que là, on est dans le tabou du tabou de l'avortement. Alors, puis on n'avait pas encore légalisé l'avortement au Canada.
ni au Québec, mais il y avait une tolérance. C'est-à-dire que le gouvernement, l'évêque, disait on sait que tel médecin a fait des avortements, nous, on ne poursuit pas. Alors, c'était une façon tacite de dire, bon, on accepte. Mais tout ça aurait pu être contesté. Alors, de mettre ça dans une convention collective dans le secteur public, pour moi, ça témoignait vraiment qu'il commençait à y avoir un consensus sociétal sur des questions qui sont majeures. Parce qu'est arrivé, ce qui est arrivé un petit peu partout sur la planète à ce moment-là, le néolibéralisme, hein, qui s'est pénétré à peu près partout. Souvenez-vous, là, Thatcher, Reagan, la pensée unique, il n'y a que le marché. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Et on commence, à travers ça, pas seulement à valoriser l'individualisme, la performance, le capitalisme, mais on commence aussi à dénigrer en contrepartie, et ouvertement, l'action collective, les syndicats, et on commence à dénigrer le féminisme. En disant que les femmes vont trop loin. Bon, je vous passe tout ce que j'ai pu entendre dans ma vie sur les revendications féministes. Il n'y a rien que je n'ai pas entendu. Bon, l'histoire n'est pas linéaire, puis l'évolution d'une société n'est jamais linéaire. Alors, contrairement, on pourrait imaginer, on est sur une lancée, et cette lancée, ça ne terminera jamais, c'est pas vrai. Puis quand on connaît un peu l'histoire, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'il y a des ressacs, qu'il y a des reculs, qu'il y a des creux, que souvent les grandes périodes de changement ont été provoquées par une conjoncture de plusieurs éléments. Ce qui est arrivé au Québec entre nous, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Une prise de conscience sociale, un changement politique, des actions très précises au plan économique et aussi la technologie. Quand je vous dis la pilule anticonceptionnelle, ça a été majeur pour le Québec. Majeur. On est passé d'un des plus hauts taux de natalité au Québec, en Amérique du Nord, à un des plus bas taux en 2 générations. C'est peu dire. Bon, et là, on est sur une lancée. Arrive une crise économique au début des années 80. Bon, la plupart des pays occidentaux ont connu ça. Ça permet donc l'accession au gouvernement, de gagner des élections à des gens qui sont conservateurs au plan économique, le néolibéralisme, et qui remettent tout en question. Là, tout d'un coup, on se met à faire du surplace. Est-ce qu'on recule ou on recule pas? Dans certains cas, on recule. Par exemple, toutes sortes de gains syndicaux qui avaient été faits sur les salaires, des choses comme ça. On gèle les salaires, on demande des reculs, on commence à introduire des mesures pour dire, bon, les anciens, vous pouvez garder vos salaires, mais les plus jeunes qui rentrent, ils vont avoir de moins bons salaires à l'entrée. On donne plus la sécurité d'emploi aux gens. Et en période de difficulté économique, où le chômage augmente, évidemment, nécessairement, on pourrait s'imaginer que la révolte serait plus grande, mais en fait, le premier réflexe, c'est d'être plus conservateur. Et c'est le chacun pour soi. Et donc, le Québec, qui avait été si solidaire, tout d'un coup, cette solidarité, elle se fragilise, elle éclate. Et tout d'un coup, les alliés d'il y a 10 ans deviennent des opposants. Et je pense, entre autres, à une bagarre de 82 entre le Parti québécois, qui était au fond le parti qui avait le préjugé favorable aux travailleurs, bon, et tout, etc., qui, après le référendum de 80, qui, de mon point de vue, a été perdu, d'autres a été gagné, mais enfin, bref, le oui ne l'a pas emporté. Il y a la crise économique et il y a un affrontement entre le gouvernement de René Lévesque, l'État, et les employés du secteur public, dont les enseignants, mais un affrontement majeur qui, encore aujourd'hui, a laissé des traces. Et ça me fait penser un peu au rôle que les instituteurs ont pu jouer en France dans l'éducation nationale, où les instituteurs, en général, étaient à l'avant-scène du progrès social. Prônaient, vous avez des caricatures entre l'instituteur et le curé dans un village. L'instituteur est là, bon, c'est la République, c'est l'égalité, tout le monde doit avoir accès à l'école. Ben, les enseignants au Québec, d'une certaine façon, avaient joué ce rôle-là aussi, étaient très pour et derrière le progrès social. Bon, étaient tous souverainistes, appuyaient le gouvernement de René Lévesque, et tout d'un coup,
l'allié d'hier devient l'ennemi d'aujourd'hui. Et ça a donné lieu à une vague, d'abord, un abandon total ou presque des enseignants pour l'appui à la souveraineté, ou à tout le moins ils se retirent. Mais de l'autre côté, de la part des forces néolibérales et conservatrices, un dénigrement systématique du corps enseignant public. Et ça fait très, très, très mal à une société et ça fait encore mal 30 ans plus tard au Québec. Mais nous, il est arrivé une tragédie terrible en 89. Déjà, ça fait un bout de temps qu'on se fait taper sur la tête. Alors, vous avez, des animateurs radio de droite, des magots qui arrêtent de taper sur la tête des femmes, qu'elles perdent toute la place, qu'on prend toute la place, qu'on vole les jobs des hommes. En tout cas, il n'y a rien qui se dit pas. Et il y a évidemment plein de gens qui adhèrent à ça. Parce qu'on est dans une société qui est mal à l'aise, une société qui a des problèmes économiques. Et arrive le 6 décembre 89, un acte incroyable qui est celui d'un jeune homme qui, évidemment, quelqu'un va dire il souffre de problèmes de santé mentale, c'est bien sûr. Mais pas que ça, c'est-à-dire que lui, ses frustrations se sont cristallisées tout autour de ce discours que les femmes prennent sa place. Alors, il est rentré avec une mitraillette à l'école polytechnique et il n'a pas que tiré. Il a séparé les femmes, les jeunes femmes des hommes, et il a tué des femmes. Séparez-vous. Les filles à gauche, les gars à droite. Séparez-vous! Les gars à droite, les filles à gauche. OK, les gars, vous sortez. Les filles, restez là. Grouillez-vous le cul! Allez, sortez. On réglera ça dehors. Allez. Savez-vous pourquoi vous êtes là? Non. Vous allez être des ingénieurs. Vous êtes une gang de féministes. J'haïs les féministes. Un assassinat anti-féministe. Le gars s'appelait Marc Lépine. Il en a tué 14. Il en a blessé plusieurs autres. Et au Québec, qui est une société qui, soit dit en passant, n'a pas connu la guerre, n'a pas connu les occupations. Ben oui, il y a eu des soldats qui sont venus battre ici dans la Deuxième Guerre, puis dans la Première Guerre, mais on n'a jamais eu d'occupation de territoire. Une société qui est relativement moins violente, ou qui n'a pas une histoire de violence aussi grande, que ça se fasse au Québec. Ben là, ça, tout le monde en est abasourdi. Non, ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Après avoir commis ces meurtres, il s'est tiré une balle, donc il s'est suicidé. Ils ont trouvé dans ses poches une lettre. Une lettre dans laquelle il expliquait pourquoi il posait ce geste. Et, fait encore tout aussi troublant, et il disait, moi, en fait, celle que j'aurais voulu tuer, c'est celle-ci. Et il donne une liste de noms, dont le mien. Alors, d'autres noms, il y avait une ou deux autres femmes syndicalistes, il y avait des femmes journalistes, il y avait des femmes policières et des femmes pompières. Donc, une douzaine, quinzaine de noms. Alors ça, je vous avoue que c'était un choc, hein? Quand l'incident est arrivé, quand le massacre est arrivé, moi, j'étais pas à Montréal, j'étais à Québec. Et j'étais dans ma chambre d'hôtel, puis tout d'un coup, la radio, la télé était allumée, la télé, puis vaguement, tu l'écoutes pas, mais t'entends une nouvelle, puis tout d'un coup, et là, tu t'assois sur le bout du lit pour regarder la télé, puis là, tu te dis, mais c'est inimaginable. Là, j'ai découvert 2 personnes étendues sur le sol. L'autre personne, encore une fille, parce que le type tuait seulement les femmes. Et là, tu prends pleine conscience de ce qui vient de se passer. Plus tard, ils ont appelé à la maison, les policiers me cherchaient. Écoute, c'était avant les cellulaires et tout ça. Mon mari me trouve, puis il te cherche et tout ça. Mais il voulait surtout savoir, moi et d'autres, je le connaissais.
Je disais non, je ne le connais pas, je sais pas. Bon. Moi, évidemment que ça m'a ébranlé terriblement. Mais ça a plus ébranlé mon mari et ma famille. C'est-à-dire que je me suis... Bon, ça m'est pas arrivé, c'est pas moi. Là. Moi, je pensais à celle qui était morte. Je pensais aux mamans, aux parents de celle qui était morte, plus. Et le contenu de la lettre, on ne l'a connu, nous, qu'1 an plus tard. Parce qu'une parmi nous était une journaliste, Francine Pelletier, et elle, avec acharnement, a réussi à faire des demandes d'accès à l'information pour avoir accès à la lettre. Et finalement, elle n'a jamais eu droit à ça, mais ça a été coulé probablement par quelqu'un de la police qui lui a envoyé. Puis je me souviens très bien quand elle l'a reçu, elle est venue chez moi, puis on a lu la lettre ensemble. C'est inimaginable. Ensuite, la lettre a été publiée, etc. Mais ce qui a été le plus choquant, mais vraiment le plus choquant, c'est au moment où c'est arrivé 2 choses choquantes. D'abord, c'est pas un crime antiféministe. C'est un malade qui a tué de jeunes gens. Pas de jeunes femmes, de jeunes gens. Personne osait dire le mot féministe. Personne osait dire que c'est un crime contre les femmes. Et ça nous a énormément choqués. Moi, j'ai été aux funérailles nationales, à la grande église Notre-Dame à Montréal, premier ministre, les évêques, les monseigneurs, nommez-les, tout le monde est là. Jamais c'est dit. Et ça nous a énormément heurté, les féministes. Et là, après ça, alors là, disons que le bal a commencé. Donc, des éditoriaux, des écrits, des déclarations pour dire, évidemment que c'est un malade mental, mais est-ce que les féministes n'ont pas trop poussé la chose et que certains qui sont débalancés, évidemment, vont sombrer de passer à des actes comme ceux-là, mais au fond, est-ce que les féministes n'ont pas? Et donc, il y a un réel mouvement d'opinion antiféministe après le massacre du 6 décembre. Le 6 décembre a été déclaré un peu partout, dans le reste du Canada, aux États-Unis, comme la journée contre la violence faite aux femmes, sauf au Québec. Au Québec, c'est comme on ne voulait pas en entendre parler. Et ça a été très difficile. Il y a eu des années là où ça a été les femmes en feront trop, finalement vous avez tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez encore? Et donc, quand on fait des bagarres sur des choses assez élémentaires, comme l'égalité salariale ou l'équité salariale, ou avoir des droits des congés parentaux, ce que j'appelle des batailles sur des droits élémentaires dans une société qui sont plus vraiment remis en question aujourd'hui, on n'a pas touché encore au fond de la misogynie d'une société et du paternalisme. Et ça m'est apparu à ce moment-là très, très, très évident qu'on avait été en surface et qu'on n'avait pas été. Évidemment, les débats sur l'avortement sont des débats qui suscitent aussi beaucoup de choses. Mais là, on juge aussi toutes les questions morales et tout ça. En fait, les féministes sont pas pour l'avortement, ils sont pour le libre choix. À chacune de décider par elle-même. Mais quand on travaillait sur l'équité salariale, ce qui est différent de l'égalité, l'équité, c'est de dire, écoutez, le travail ou les postes peuvent être différents, mais ils sont de même valeur. Moi, j'ai mené une bataille épique là-dessus, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on disait qu'il fallait valoriser le travail de telle fonction que les femmes occupent majoritairement, les hommes se sentaient dévalorisés. Mais ça faisait longtemps que j'avais appris dans le syndicalisme que c'est pas tellement ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu gagnes par rapport à l'autre catégorie ou par rapport à l'autre secteur, etc. Alors là, on touche plus, quand on traite ces questions-là, à un profond sens de misogynie, que les hommes pensent qu'ils ont plus de valeur que les femmes. Mais avec la tragédie de Polytechnique, là, ça a été plus loin. C'est-à-dire, au fond, on n'accepte pas que les femmes prennent leur place dans la société. On n'accepte pas que les femmes puissent vivre leur vie librement, sans homme, seul le désir. Et ça a été vraiment... c'est pas une traversée du désert, parce que ça a été plus... Et là, tout d'un coup, le mot féministe, l'appellation féministe devient extrêmement péjorative. Alors, là, on entend... Non, moi, je suis pas féministe. Alors, les femmes qui se font moi, je suis pas féministe. Non, je suis pas féministe. Et, d'ailleurs, ce qui s'est produit pendant la tragédie, c'est qu'il y a une jeune femme qui a survécu pour parler, Nathalie Prévost, une femme formidable. Elle était étudiante.
Et elle a crié, non, on n'est pas féministe. Mais elle l'a dit aussi après. Et le seul fait qu'elle crie ça, mais elle s'en repent encore aujourd'hui, on pouvait pas. Et c'était... Mais ici, en France, c'était terrible, ça aussi. Là, c'est féministe, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ringard, c'est dépassé, c'est plus utile. Et on a vécu ça. Et ça a pris 25 ans avant que l'appellation ou l'affirmation ou de se réclamer du féminisme devient quelque chose qui est noble et correct. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez qu'il y a des gens qui célèbrent Marc Lépine encore aujourd'hui au Canada. Et c'est pour vous dire, évidemment, c'est des groupes obscurs, pas nombreux, on voit ça sur le web, mais qu'on célèbre un assassin de femmes. C'est assez perturbant. Alors, il y a eu tout dans cette époque-là. On a appris, en plus, on apprend d'où il vient. Alors là, tu as droit à toutes les déviances ou les déviations. Le père est algérien, donc c'est sûr que ça a à voir. Qu'est-ce que la mère a fait? La mère a certainement été une mauvaise mère. On a tout entendu. Et personne a accusé le discours qui était antiféministe parce qu'on voulait pas reconnaître que c'était un crime antiféministe. Il y a eu un avant, un après. D'abord, il y a eu une espèce de paralysie, je dirais, du mouvement des femmes. Il y a eu beaucoup de femmes, dont moi, avec d'autres qui ont écrit pour dire, écoutez, c'est ça, c'est pas ça, arrêtez de déformer. La réalité, c'est que c'est pas des jeunes gens, c'est des jeunes femmes. Parce qu'ils présumaient qu'elles étaient des féministes, parce qu'elles étaient rendues aspirantes ingénieures à Polytechnique. Et c'est comme si nous avions perdu du terrain de crédibilité. Tout d'un coup, on n'était plus invités pour parler dans les émissions d'affaires publiques. Tout d'un coup, tout était dans la nuance. Et puis que les féministes avaient été trop loin. Donc, ça a été vraiment, il y a eu un avant et un après. Alors que c'est exactement le contraire qui aurait dû se produire. Il aurait fallu dire, écoutez, c'est pas la faute des féministes et des femmes qui a Marc Lépine. C'est qu'il y a quelqu'un qui a nourri dans la tête de Marc Lépine que les femmes prennent trop de place. Mais on vit dans une société qui est beaucoup plus violente encore aujourd'hui que ce l'était à l'époque. Hein? Parce que depuis, j'ose pas compter le nombre de massacres qu'il y a eu dans les écoles, dans les universités. Bon, il y en a eu quelques-uns en France, mais aux États-Unis, écoutez, c'est hallucinant. Et pourquoi est-ce que c'est la solution pour laquelle optent des individus qui... alors, ça va être contre les Noirs, ça va être contre les musulmans. Puis à l'époque, je me souviens, on avait dit, si on avait séparé les Blancs des Noirs à Polytechnique, parce qu'il y avait des Noirs et des Blancs à Polytechnique, c'est sûr que ça aurait été déclaré un assassinat raciste. Alors, comment se fait-il, quand on sépare les hommes des femmes, on n'a pas dit que c'était un assassinat anti-femme? Depuis 89, la réinterprétation du geste a été établie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne questionne la nature de cet assassinat collectif. Dans tous les cas, je peux seulement dire une chose, c'est que tous ces crimes de masse sont commis par des hommes. Et des hommes blancs. Ça, il faut se poser la question. Bienvenue à Tout le monde en parle. Dans une lettre ouverte qui a été publiée mardi dans le journal français Le Monde, une centaine de femmes, des Françaises, dont l'actrice Catherine Deneuve, se sont attaquées au mouvement Moi aussi, en affirmant qu'il s'est transformé en campagne de délation. La lettre a fait le tour du monde, a eu l'effet d'une bombe. Aurélie, vous soulevez le fait que depuis l'affaire Weinstein, il n'y a jamais été question de rapport de séduction, mais bien de rapport de pouvoir. Et vous le dénoncez. Est-ce qu'au Québec, on fait la différence entre les deux? J'espère qu'on va être capable de la faire parce que c'est important. Les gestes qui ont été dénoncés dans la foulée de l'affaire Moi aussi n'avaient rien à voir avec le jeu de l'amour et de la séduction. Alors au Québec, on dit Moi aussi. On dit pas MeToo, on dit Moi aussi, parce qu'on a un bon mouvement de Moi aussi au Québec. Nous, ça a débuté il y a à peu près 2 ou 3 ans, d'abord dans le domaine du sport, c'est-à-dire des coachs, des entraîneurs de sport qui agressaient systématiquement les jeunes filles qui leur étaient confiées.
Il y en a d'ailleurs un qui vient d'être condamné, je pense, à la prison à vie, un entraîneur de ski. Et la force de ces dénonciations-là, c'est le nombre de dénonciations. Ce n'était plus une jeune fille, mais 2, 3, 4, 10, 20, etc. Donc, c'est un prédateur sexuel, par exemple, dans ce cas-ci, un prédateur sexuel qui a sévi pendant 20 ans, protégé par les organisations. Parce que il produisait de la performance, c'est-à-dire que les jeunes filles qui étaient complètement sous sa coupe, gagnaient des médailles, et tout ça. Alors, c'est protégé par les organisations. C'est ça qui est si fort. Il y a 2 phénomènes qui sont forts dans le moi aussi. D'abord, la force du nombre. C'est tout d'un coup, c'est plus la parole d'une femme contre un homme, c'est la parole de plusieurs femmes contre un agresseur, donc 10, 15, 20. Alors, tout d'un coup, le juge, il peut pas dire « c'est votre parole, madame, contre la parole de monsieur ». Et donc, ça, c'est la force du nombre. L'autre chose que ça révèle, c'est la complicité et le camouflage des organisations de prédateurs où ils savaient très bien, sans savoir exactement « oh oui, on savait qu'il y avait un peu la main, que ceci, cela ». Parce que dans le cas de Weinstein, je ne sais pas si vous dites Weinstein ou Weinstein, ici en France, en tout cas, le gros producteur hollywoodien, eh bien là, tout le monde le savait. Tout le monde. Mais les femmes ne se parlaient pas entre elles parce que c'est honteux. Parce qu'oubliez pas, quelqu'un qui est victime d'une agression sexuelle ou de l'intimidation sexuelle est souvent très honteux de ne pas avoir été capable de se défendre, de ne pas avoir été capable ou de se faire traiter de « bon, tu as couru après » ou tu aurais... Bon. Alors, donc, on garde ça un peu secret pour soi. Alors, il faut la prise de parole de 1 ou 2 ou 3 plus courageuses et tout d'un coup, toutes les autres embarquent. Ça, c'est le phénomène de Weinstein. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que tout le monde le savait dans ce milieu-là qui faisait ça. C'est-à-dire les autres hommes, les gens dans sa compagnie. Il y avait eu des paiements qui avaient été faits à certaines pour qu'elles se taisent. Donc, je te donne 50 000 $, puis je vais plus entendre parler de toi. Dans les associations sportives, la même chose. La même chose. Des associations sportives qui toléraient, qui savaient, mais n'agissaient pas. Je suis ravie qu'on comprenne à quel point l'action collective, la parole collective, dans ce cas-ci, la dénonciation collective, est puissante. Parce que qu'est-ce que c'est un collectif? C'est de ne pas se faire reposer sur nos propres épaules le poids d'un affrontement avec quelqu'un qui est plus fort que soi. C'est ça le syndicalisme aussi. Chacun face au patron, on est sans moyens. On perd la lutte du pouvoir. Parce que c'est le patron qui a le pouvoir. Mais si on se réunit ensemble et puis qu'on agit, on parle collectivement, on peut avoir Il n'y a rien qui a été gagné dans cette société occidentale ou ailleurs qui n'a pas été le résultat. Les progrès sociaux sont toujours le résultat d'actions collectives. Jamais d'un individu. Bon, on a tendance à un terme, je pense, qui n'existe pas, héroïser, c'est-à-dire porter au nu des individus en disant c'est à cause de telle personne qu'on a... Non, jamais. Jamais. Il faut des leaders, puis moi, je crois à un leadership fort, par moments, c'est nécessaire, mais c'est toujours de l'action collective. Alors, moi, à mon âge, je suis très, très heureuse de ce qui se passe, parce que ça démontre... Et tout aussi heureuse aussi que non seulement il y a une dénonciation puis une prise de parole par rapport à des individus qui ont très, 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 très mal agi, mais qu'on démasque aussi les organisations qui les ont protégés. Parce que ces hommes ont toujours compté sur le silence ou la complicité tacite des organisations dans lesquelles ils travaillaient. Je suis absolument convaincue qu'il faut rester vigilante, il faut rester extrêmement ouverte à demain matin redescendre dans la rue pour défendre des acquis. Et bon, on a juste à regarder ce qui se passe dans d'autres pays dans le monde. Regardez le recul du statut des femmes au Moyen-Orient. Le droit à l'avortement aux États-Unis, c'est constamment contesté parce qu'il y a une décision de la Cour suprême, Wade contre Roe, où la Cour suprême à l'époque l'a tranché du bon côté, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il y a un droit à l'avortement, mais les États américains essayent de défaire ça, les États les plus conservateurs, en rendant ça à toute fin pratique inaccessible. Alors, il n'y a pas d'acquis là. Vous savez qu'aux États-Unis, l'égalité salariale n'est pas encore votée. C'est inimaginable. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement... Mais pour tous les droits sociaux. Tous les droits sociaux. Ceux des femmes en premier, parce qu'ils touchent à des choses plus fondamentales, sont toujours fragiles, d'une certaine façon.
Merci à Monique Simard et David Carzon pour cet entretien réalisé par Solène Moulin pour Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.